فرمان. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Poursuivons sa visite de travail au Royaume du Maroc. Le ministre de la Santé et sa délégation ont eu une réunion au centre hospitalier universitaire d'Ibn Sina. Et à l'étranger, l'ONU réclame des pas concernant Rohingya. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Poursuite de la visite du ministre de la Santé, une visite de travail au Maroc. Le ministre de la Santé, Dr Jamaï Merkié, et sa délégation se sont rendus hier au centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat. La délégation a été chaleureusement reçue par le professeur Abdelrader Erougani, directeur du centre hospitalier Ibn Sina. Et Ali Abdellah nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ali. Que pouvez donc vous nous dire sur cette visite du ministre de la Santé au Royaume du Maroc? Le ministre de la Santé a fait part de son estime aux responsables de centres hospitaliers pour leur engagement à jumeler donc centre hospitalier Ibn Sina et l'hôpital général Pelletier. Pour le directeur de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed Hussein, ce projet de jumelage va contribuer à faire de l'hôpital général Pelletier donc un centre hospitalier universitaire dans un proche avenir. À noter également qu'en mai dernier, 12 cadres du département de la santé ont bénéficié d'une formation de CHU à Ibn Sina, donc au Maroc, dans le cadre d'un programme de surveillance clinique et électronique sur les grossesses et les risques à encourir. Profitant donc de cette occasion, le ministre de la Santé a salué le succès de cette session de formation en appelant donc de ce vœu d'intensification de ce genre d'initiative pour une plus étroite collaboration entre les pays du Sud, ce qui permettra également donc à un transfert de compétences et un renforcement des capacités. Par la suite, le ministre de la Santé a saisi l'opportunité de la visite guidée pour s'enquérir donc des principaux services et les prestations du centre hospitalier universitaire Ibn Sina. Celui-ci englobe donc une dizaine d'établissements hospitaliers disposant, il faut le dire, au total 2767 lits. L'autre moment fort de la visite du travail fut la rencontre entre le ministre de la Santé, vous les voyez sur les images, Dr Jamaï Merkié, avec le directeur général de l'agence marocaine de la coopération internationale, l'AMCI, M. Mohamed Mektal, avec lequel donc il a eu donc un entretien fort enrichissant, qui aurait donc abouti à l'octroi de 50 bourses d'études pour la spécialisation des paramédicaux djiboutiens. Au cours de cet entretien, donc, il a été question de la facilitation des procédures d'octroi des 50 bourses d'études pour que les paramédicaux djiboutiens, afin qu'ils puissent donc intégrer les cursus de spécialisation pour les années universitaires à venir, en l'occurrence l'année 2018-2019. Enfin, le ministre de la Santé, Dr Jamaï Merkié, a indiqué donc l'excellence des relations djibouto-marocaines et le reflet des liens solides d'amitié et de fraternité qui partagent le président de la République, Ismaïl Marguelé, et son Altesse royale, le roi du Maroc, Mohamed VI. Et en marge toujours de la visite du travail du ministre de la Santé au Royaume du Maroc, Ali, les membres de la délégation djiboutienne ont eu des réunions donc techniques avec leurs homologues marocains. Ils en ont en outre effectué plusieurs visites de prospection dans les centres de formation en vue de recenser les différentes filières de formation pour voir les besoins du système de santé djiboutien et pour plus ample information sur ces rencontres des responsables techniques.
Comment parlez-vous? Eh bien donc vous l'avez dit, c'est donc rencontre entre les responsables techniques, donc on aura les images dans les instants qui va venir. L'objectif de cette tournée de prospection des membres du comité technique est de finaliser donc les modalités relatives à la mise en œuvre d'un programme de coopération bilatérale ayant donc pour principal objectif, Asma, l'envoi d'un contingent d'infirmiers et paramédicaux djiboutiens dans les centres d'études au Maroc. Je pense qu'on a les images. Pour l'instant, l'équipe de la régie n'a pas encore donc envoyé ces images. C'était donc toujours au Maroc. Le ministre de la Santé donc n'a pas encore achevé sa visite à cet effet. Un comité technique a pu donc rencontrer les responsables de l'Institut donc supérieur des professions infirmiers et des techniciens de santé Asma. Donc ils ont fait un tour d'horizon des spécialités existantes et des filières donc disponibles qui a été donc fait. Bref, cette rencontre et cette visite du ministre de la Santé a été donc un succès, il faut le dire. Merci Ali pour ces précisions. S'agissant de la visite du ministre de la Santé au Royaume du Maroc. Et dans le reste de l'actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Mohamed Al-Amis, a reçu aujourd'hui à son cabinet le directeur de l'ONG Al-Rahma, Abdelghani Al-Roulachi, venu lui rendre une visite de courtoisie. À cette occasion, le ministre a souhaité le bienvenu à Abdelghani Al-Roulachi, lui assurant son entière disponibilité pour accentuer la coopération entre leurs deux institutions. Le ministre Al-Amis a par la suite présenté les missions de son département tout en mettant en exergue la transversalité des missions de son ministère dont la réussite dépend par conséquent d'une franche collaboration des départements sectoriels et autres institutions non gouvernementales. Le ministre a également mis en avant les projections du ministère pour répondre aux attentes pressantes de la population djiboutienne des régions de l'intérieur du pays en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Le ministre n'a pas manqué de rappeler que le président de la République, Ismaël Marguelé, accorde une place importante au cours de ce nouveau mandat au processus de la décentralisation. Socle d'une démocratie participative et d'un développement équilibré des différentes régions du territoire national. Pour sa part, le directeur de l'ONG Al-Rahma a remercié le ministre de la décentralisation pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, lequel, a-t-il dit, annonce une collaboration fructueuse. Et enfin, il a assuré le ministre Al-Amis de l'entière disponibilité de son organisme afin d'appuyer le ministère en charge de la décentralisation dans la mise en œuvre de ces programmes. Tout à fait autre chose, le Haut Conseil islamique a organisé ce matin une formation pour les enseignants des centres de mémoration et d'apprentissage du Saint-Coran. Cette rencontre s'est déroulée au siège du Haut Conseil islamique. La cérémonie de lancement de cette formation a été présidée par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Ukiya Qawlah Fatah, et a vu la participation des hauts cadres du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Objectif, renforcer la capacité et l'efficacité des enseignants des centres de mémoration et d'apprentissage du Saint-Coran. La formation est assurée par M. Anwar Ali Abdi et M. Mahmoud Abdi Al-Smaï. Rappelant que le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf donne une importance particulière à la mémorisation et l'apprentissage du Saint-Coran. Dans son discours, le secrétaire exécutif et au Conseil islamique, M. Ukiya Qawlah Fatah, a mis en exergue le rôle du ministère pour le renforcement et l'apprentissage des centres d'apprentissage du Saint-Coran. Dans le reste de l'actualité, poursuite également des réunions de sensibilisation sur les droits des enfants. Le comité de gestion communautaire de Quartier 6, en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF, a organisé hier après-midi une réunion de sensibilisation sur les droits des enfants. Ces rencontres permettent de faire valoir les droits des enfants qui font partie des droits de l'homme. Rappelons que tout enfant a le droit d'aller à l'école et d'avoir accès à des connaissances qui l'aideront à préparer sa vie d'adulte et doit pouvoir être soigné s'il est malade, être suffisamment nourri, être protégé et avoir des conditions de vie décentes. Cette réunion de sensibilisation a rassemblé plusieurs femmes, jeunes et moins jeunes, issues du quartier 6. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire du quartier 6.
La même activité s'est déroulée au quartier 9 de Balbala où la délégation de l'UNFD en charge de cette question sur les droits des enfants s'est déplacée. La population de ce quartier a été à son tour sensibilisée sur les droits des enfants. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui a indiqué que ce genre de sensibilisation sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant. En effet, la coordinatrice du comité a retracé toutes les activités relatives à la protection des droits de l'enfant organisées par le comité et a indiqué qu'il est primordial de respecter les droits qui reviennent pour les enfants. Les participants ont réagi sur l'utilité de cet atelier pour promouvoir le droit humain, surtout le droit à l'éducation nationale. Et page nécrologie. À présent, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu hier à Haddagala en Éthiopie de feu Jama' Merane Abtidon qui a été rappelé à Dieu à l'âge de 70 ans. Le défunt laisse derrière lui une veuve, 15 enfants et arrière-petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent à ce qui domine l'actualité à travers le monde concernant la situation dramatique que vivent les Rohingyas, la minorité musulmane de Birmanie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la cessation des hostilités et des pas immédiats à la junte militaire. Fardous Hussein nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Fardous, et on en parle avec vous sur ce sujet. Effectivement, Asma, comme vous le dites, le secrétaire général de l'ONU a appelé le gouvernement birman à suspendre ses activités militaires à l'encontre donc des Rohingyas. Il a également demandé que le pas donc soit immédiat pour faire cesser une violence excessive contre cette minorité musulmane en masse donc qui fuit le pays, considéré donc comme un espoir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a considéré que les autorités se livraient à un nettoyage ethnique. Aung San Suu Kyi, ex-dissidente et prix Nobel de la paix, est sous le feu des critiques internationales pour sa position ambiguë sur le sort de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie. Elle ne se rendra plus à New York pour suivre les travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Lors de son seul commentaire officiel sur cette crise, la chef du gouvernement birman avait dénoncé un iceberg de désinformation sur les Rohingyas et défendu l'action de l'armée. Et à l'issue d'une réunion à huis clos, le Conseil de sécurité a souligné la nécessité donc d'un accès humanitaire aux Rohingyas. L'ONU et les ONG ne peuvent donc ne pas apporter de l'aide à la population Rohingya qui fuit donc la guerre vers le Bangladesh. Plus de 379 Rohingyas sont donc réfugiés dans ce pays voisin qui est le Bangladesh. Et s'agissant de la crise syrienne, Fardous, un 6e round des pourparlers de paix s'est installé à Astana. Tout à fait, Asma. Des nouveaux donc pourparlers de paix pour le régime de Damas et les rebelles syriens se sont donc ouverts hier à Astana. Ces pourparlers se poursuivront jusqu'à demain vendredi et visent donc à progresser dans la mise en place des zones dites de désescalade prônées par Moscou. Moscou qui continue pas moins donc de bombarder les zones tenues par la rébellion ainsi que les camps de réfugiés. Les discussions au niveau des experts ont redémarré hier entre représentants des 3 pays parrains des pourparlers, la Russie, l'Iran, la Turquie, pour poser les bases donc de vote à l'humanité donc visant l'accord trouvé entre les deux villes. L'envoyé spécial pour la Syrie, Stéphane de Massoura, a pratiquement demandé à la rébellion de déposer les armes. Les Nations Unies ont organisé plusieurs sessions de pourparlers à Genève qui ont dans l'ensemble échoué, butant toujours face aux divergences sur le sort du président Bachar el-Assad. Et enfin, pour terminer, Paris organisera les Jeux Olympiques de 2024 et Los Angeles, ceux de 2028. L'annonce a été faite hier par le Comité international olympique. Effectivement, donc Esma, le Comité international olympique, le CIO, a officialisé hier à Lima l'attribution des Jeux olympiques de 2024 à Paris et ceux de l'édition suivante 2028 à Los Angeles au terme d'un vote à l'unanimité validant l'accord trouvé entre New York et Paris. Les deux métropoles étaient à l'origine candidates pour l'édition 2024 comme Hambourg
Rome et Budapest. Après le renoncement de ces dernières, le CIO a œuvré pour organiser cette double attribution pour 2024 et 2028 afin de ne pas éliminer l'une de ces excellentes candidatures selon le président de l'instance Thomas Bach. Les 84 membres de la CIO présents donc au Pérou entre les deux villes et le CIO Los Angeles recevra 1,8 milliard de dollars, soit 100 millions de plus que la capitale française lors des sommets donc des JO en 2028. Merci Fardos Hussein pour ces précisions. Merci à vous qui nous suivez, à la régie, à l'ensemble des équipes qui l'ont réalisé. Passez un excellent week-end à toutes et à tous.